Avant qu'on arrive, on se disait, boîte SaaS, États-Unis, on va tout apprendre. Enfin, tu vois, Ils ont inventé le SaaS. En plus, basé à San Francisco ou ici, folie furieuse, on va fermer notre gueule, on va être humble et on va apprendre. Tu vois. Quand tu commences à travailler sur un nouveau produit, le go-to-market, ça se commence day zero. Tu vois. Ça se commence pas une fois que tu as fait ton produit. Le CTO, il me dit, un produit, on peut pas le sortir en moins de 18 mois. Je lui ai dit, je pense que je peux te sortir 4 produits en 3 mois. Au lieu de faire 300 000 balles dans 18 mois, je peux te sortir 3 millions dans 12. Et je lui ai dit, est-ce que si je fais ça, j'ai genre carte blanche, tu vois ? Bien sûr. Avant de lever la série C, ils ont fait x2 sur leur prix pour augmenter artificiellement la RR. Et du coup, il y a plein de mecs qui ont attendu 1 an, qui était le renouvellement, et qui ont dit, ok, tu m'as tordu le bras, ciao. Avant de passer à l'épisode, je voulais te parler d'une stat très importante à mes yeux. 60% des auditeurs réguliers de ce podcast ne sont pas abonnés. Ça paraît futile, mais ça a une grande répercussion sur la visibilité de tous mes contenus. Je compte bien continuer à interviewer les profils les plus influents de l'écosystème produit et tech pour t'apporter de la valeur. Donc si tu veux me soutenir dans cette démarche, tu peux t'abonner et activer la cloche sur YouTube et mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Merci d'avance et bonne écoute. Salut Salim. Salut Tim. Ça va ? Ça va et toi ? Content de te voir. On a une histoire bizarre, toi et moi, c'est qu'on s'est rencontrés il y a longtemps, on s'est perdus, on s'est revus, on a mangé un moment ensemble il y a 2 ans, je t'ai pas revu, et puis on se revoit, et là te voilà en studio avec moi. Exactement, folie furieuse. Trop content de te voir, Salim. Pareil. Il s'est passé plein de trucs depuis qu'on s'est connus. On s'est connus quand tu as monté ta boîte qui s'appelait Clévy à l'époque. Yes. Tu étais en pleine levée de fonds, je me rappelle encore, ça devait être 2018 par là. Exactement. Si je ne me gourre pas. Ouais, c'était la première. C'était la première, tu vois, je savais même pas que c'était la première. Et depuis, tu as revendu cette boîte à Fontaine, comme je le disais en intro. Ravi que tu nous racontes un peu ce que c'est Clévy déjà, et un peu la suite de l'aventure sur ce que Clévy vient faire avec Fontaine à un moment. Avec plaisir. Clévy, c'était une boîte que moi j'adorais, non-biased, mais en gros, pour te la résumer rapidement, on faisait des chatbots RH. En gros, technologie conversationnelle pour les RH. L'époque des chatbots. C'était l'époque des chatbots, mais des chatbots qui marchaient pas ouf. C'était pré-chat GPT. Et du coup, en 2017, on s'est lancé avec mes associés. D'ailleurs, c'est eux qui avaient eu l'idée. Moi, je les ai rejoints, pardon. Je venais du conseil. Et en gros, en 2017, chatbot, tout le monde en parlait. Zuckerberg, il a dit l'avenir sera conversationnel. Le marché était un peu chaud. Mais il y avait un truc que le marché faisait pas trop, c'était les chatbots internes. Ils faisaient tous des chatbots pour customer support, mais il y avait personne qui faisait des chatbots pour des RH et tout. Et nous, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème. Tu avais plein de boîtes, tu vois, des grosses entreprises avec plein d'employés qui posent plein de questions, qui coûtaient une blinde. Et on s'est dit, on va automatiser tout ça. Du coup, on a lancé Clévy. Ça a bien marché aussi parce que chatbot, c'était un peu le buzz. Donc, tu vois, le marché était vachement favorable. Du coup, on a fait un pré-seed. Ensuite, on a fait un seed. On l'a monté à 25 personnes. 1 million de revenus. On a eu des hauts, des très hauts, des bas, des très bas. On s'est tapé un Covid. Enfin bref, ça, c'est une histoire assez intéressante pendant 7 ans. On a même, juste pour te dire l'histoire, créé un langage de programmation conversationnel. T'as fait comme PayFit avec leur Jetlang. C'était un peu ça en fait. On s'est dit putain, si PayFit le fait, on va le faire. Et du coup, ça s'appelait le CSML. 10 000 développeurs qui l'utilisent encore aujourd'hui. Voilà. Ça nous a pas ramené un copec, mais c'était marrant à faire. On a codé en Pourquoi ça à l'époque d'ailleurs ? C'est quoi la décision de se dire juste ok, PayFit le fait, on le fait, mais il y a forcément quelque chose de technique ou stratégique derrière, non ? Ouais. En gros, au début, notre chatbot, c'était chatbot Q&A. Donc en gros, tu leur filais une Q&A. C'était basé sur de la NLP, des algos qu'on a créés. Et ils apprenaient à répondre automatiquement à toutes les questions qui étaient liées à ton Q&A. Donc, quels sont mes droits à congé, tu vois, un truc un peu statique. Et quand tu poses une question, si on ne la trouvait pas, on disait, je suis désolé, j'ai pas la réponse. Fallback, on l'a filé à quelqu'un, tu vois, un RH remplissait la question, ça la prenait au chatbot. Pour te dire juste quelques KPI, on automatisait 70% des questions de la SNCF, donc 20 000 questions par mois. Donc, tu avais quand même des notions d'efficience de ouf. Un jour, le marché, il nous a dit « Clévy, c'est hyper cool ce que vous faites, mais les chatbots Q&A, c'est un peu de la merde. Nous, on veut des trucs qui vont un peu plus loin, tu vois, qui interagissent avec notre Workday, avec nos outils, etc. » Et du coup, nous, on s'est dit « Ok, cool, sauf qu'on est une boîte de produits, on veut pas faire une boîte sur laquelle à chaque fois, tu es obligé d'intégrer, tu vois, faire des trucs custom, etc. Du coup, est-ce qu'on peut pas créer une couche d'abstraction qui permet de créer des programmes conversationnels ?» Du coup, on a créé le CSML et du coup, ça a cartonné.
Mais ça a cartonné sans faire d'argent, quoi. C'est juste, t'as beaucoup de développeurs qui ont trouvé ça hyper cool. Et ensuite, écoute, on a vécu plein de trucs. T'as eu Covid. On a fait un moment un chatbot qui s'appelait le Covid Bot qui a cartonné. Je me souviens, je t'ai vu juste après. C'était la folie. Ouais. En gros, on a utilisé CSML pour créer un chatbot open source qui répondait à tout, qui te disait si t'avais le Covid ou pas, et qui a été déployé par plein de développeurs dans 25 pays du monde. Tu vois, c'est devenu le Covid Bot officiel dans 30 pays, 15 pays en Afrique, aux Philippines, tout c'était folie. Donc ça nous a fait pas mal de presse pendant le Covid. Ensuite, le Covid s'est arrêté, on s'y est remis, enfin bref. Jusqu'à, tu vois, qu'on se rende compte qu'il s'est passé pas mal de choses. Mais en gros, en 2022, 1 million de revenus au bout de 7 ans. Dans le venture, c'est compliqué. Tu vois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le marché du chatbot RH en France, c'est même pas un marché en fait, c'est une niche de niche, tu vois. T'étais franco-français toi dans ta carrière. Moi j'étais franco-français et puis en fait la matière RH c'est une matière qui est très locale, donc c'est quand même dur d'exporter ça. Et puis même en plus, tu vois, nous on était primo-entrepreneurs. On se disait en fait oui, le marché français c'est un marché qui est assez grand pour get it big. Et en fait non, le marché français c'est un marché qui est assez petit. Les RH en France c'est un marché qui est très difficile parce qu'ils achètent pas, enfin pour plein de raisons, c'est pas le sujet, mais du coup c'était assez compliqué et c'est marrant parce que je me rappelle, tu sais, quand je faisais mes levées de fonds, t'avais plein de VC qui me disaient c'est quoi ton TAM, tu vois. Et j'avais dit, mon TAM, c'est genre des milliards, tu vois. et non, que dalle. Enfin, tu vois. Et je me disais, mais de toute manière, on s'en fout du TAM parce qu'à un moment, on va trouver un truc pour pouvoir l'élargir, tu vois, la stratégie de la Grab de Christensen ou Geoffrey Moore. Et du coup, je me suis dit, quoi qu'il arrive, le TAM, on s'en fout. En fait, there is something that is too small as a TAM, tu vois. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en fait, notre marché, il était tout petit. Et du coup, pour passer du 1 million au 10 millions, on le voyait pas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mes équipes étaient fatiguées, tu vois, au bout de 7 ans, à grinder, tu vois, tu te prends un Covid dans la gueule, enfin, tu vois, c'est compliqué quand même. On arrive à 1 million, on se dit, ok, là, on va lever une série A, ça va pouvoir le faire, c'était en avril 2022. Guerre en Ukraine, remontée des taux d'intérêt. Tu vois, t'as nos investisseurs qui nous disent, Salim, winter is coming, cash is king, t'arrêtes tout, etc. Je dis, putain, on a déjà fait ça avec Covid. T'es là en mode, à un moment, ça te casse les couilles, quoi. Et arrivée de ChatGPT. Et en fait, j'ai su un peu avant le marché que ChatGPT est arrivé parce que mon frère, c'est l'employé numéro 2 de Hugging Face. Donc, il était à New York. C'est un gros chercheur en IA et NLP. Excellent. Et du coup, il me dit, la NLP que tu fais, c'est cool. Mais en gros, dans 6 mois, t'es mort. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, il faut sortir là. Donc, on a pris une boîte de M&A et puis on a trouvé Fontaine. Ok. Ça a été lent, rapide, ce process de revente? On a pré-testé un process début 2022, tu vois, avant la guerre en Ukraine. En 4 mois, on avait genre 4 LOI avec des trop grosses boîtes. Tout s'est arrêté avec la guerre en Ukraine. Donc, c'est ouf. Donc en gros, on s'est repris derrière 6 mois parce que ça a tout changé sur le marché en fait. Et derrière, ça a été assez rapide. Tu vois, j'ai rencontré le CEO de Fontaine en novembre 2022. En février, on avait vendu la boîte. C'est quoi Fontaine du coup? C'est une boîte qui n'est pas connue. Alors pourtant, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des logos à mettre dessus. C'est une boîte qui est passée par YC il y a longtemps. Exactement. Dans les premières promos. Exactement. Même moi je connaissais pas. On parlait pourquoi après, mais effectivement on s'est revu un moment sur Fontaine et moi je connaissais pas, quoi, tu vois. Fontaine, c'est une boîte déjà qui est très très ricaine, donc qui est pas du tout connue ici. Comme tu l'as dit, c'est une boîte qui s'est fondée en YC, c'est une YC 2015, donc c'est une des premières promos de YC. Aujourd'hui, Fontaine, c'est le Workday des frontline workers. En gros, c'est une entreprise qui développe des logiciels RH pour les frontline workers. Okay. Workday, SAP, Oracle, etc., c'est des suites de logiciels RH, on appelle ça des HCM, Human Capital Management, mais qui se sont créés pour des cadres qui ont un ordi, qui ont un mot de passe, tu vois, un email professionnel, tu vois, qui, avant le Covid, allaient au bureau, ils avaient leur ordi du taf, tu vois, le Lenovo tout pourri, hein, et qui passaient des heures à faire des e-learning sur de la cybersécurité. Ça, c'est les targets de ces boîtes. Ouais. Sauf que les cadres qui ont un desktop, c'est 20% de la population qui travaille mondiale, tu vois. 80%, c'est ce qu'on appelle des frontline, c'est des camionneurs. C'est des mecs qui travaillent dans des entrepôts. C'est les cols bleus, enfin c'est le mot c'est les cols bleus en français. Exactement, c'est les cols bleus. Et en fait, ces cols bleus, 1, ils n'ont pas d'ordi. 2, ils n'ont pas d'email pro. Donc en fait, pour les contacter, c'est très difficile. Ils sont en déplacement, ils sont mobile first. Ils vont jamais passer 4 heures à regarder un e-learning de cybersécu. Enfin, tu vois, en fait, tu as un paradigme technologique pour les servir qui est
très très différent du paradigme technologique que tu vas avoir pour servir des knowledge workers. Et en fait, Fountain a été là au bon moment parce que quand ils se sont lancés, ils ont commencé juste avec un ATS, donc logiciel de recrutement pour ce genre de mecs, qui a cartonné et qui a aussi cartonné parce qu'il servait vachement les geeks, donc les Uber, les Deliveroo, tu vois, des mecs qui devaient recruter 1000 drivers par mois, tu vois. Exactement. Du coup, ils ont cartonné avec ça. Et en fait, on s'est rendu compte, là où ça a été bien pour Fountain aussi, ça a été double tranchant, les geeks se sont tous cassés la gueule après le Covid. Quand tu dis geek, c'est... Geek economy, c'est les Uber, les Deliveroo, etc. Ils se sont tous cassés la gueule, tu vois. Guerre en Ukraine parce que plus de fonds et du coup, ils sont tous morts. Donc, on a perdu beaucoup de business là-dessus. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec le Covid, on s'est rendu compte que le monde, il marchait pas avec les cadres qui avaient un ordi, mais qui marchait avec les gens qui étaient sur le terrain qui faisaient en sorte que, tu vois, nos grocery stores, on avait de la bouffe, tu vois, à manger, etc. Et du coup, tu as une sorte de renouveau et regain d'investissement pour ces populations. Pourquoi ils prennent la décision de racheter Klaviyo, Fountain à l'époque? C'est marrant, je l'ai appris après. Genre, je l'ai appris 6 mois après la vente. Tu leur as jamais demandé dans la vente pourquoi vous ils nous ont juste bullshit. Ils nous ont juste mytho. C'est vrai? Ouais, je te jure. Ils vous ont donné une fausse raison? Ouais. Ah, c'est incroyable, vas-y, raconte, si tu peux. En gros, ils nous ont... En gros, quand j'ai vendu la boîte... Là, t'hésites à raconter. Moi, je m'en fous, je vais tout dire. Alors, warning, il y aura beaucoup d'insultes dans ce podcast, c'est ce que Salim m'a dit avant. Je vais tout lâcher, ouais. Je vais tout lâcher. Non, en gros, quand je vends la boîte, déjà... Ils sont pas intéressés par notre business parce qu'ils font pas de business en France. Donc en gros, notre million de revenus, ils veulent pas l'acheter. Donc je divise la boîte en deux, mon fonds de commerce et mon IP et ce qu'on appelle know-how, ce qui est en fait mes gens qui travaillent sur l'IP et sur la tech. Ouais. Eux, on leur vend, ils achètent que l'IP. C'est une sorte d'acquire, on appelle ça un asset purchase, donc ils achètent l'asset et acquire, ils achètent la team, tu vois. De l'autre côté, je reste CEO en même temps de Klaviyo et 1 an plus tard, j'ai vendu le fonds de commerce à des concurrents qui s'appellent Ideta, c'est très mauvais. Mais du coup, j'ai fait la vente en 2 fois. Moi, je pense qu'ils veulent nous acheter pour la tech. En fait, la tech, ils n'en ont rien à foutre, c'était juste un pur acquire pour eux. Et pourquoi ils ont voulu nous acheter? Parce que le CEO, qui n'était pas le founder, qui a été ramené à la série B, ils ont fait une série C, ils ont levé 225 millions. Ouais. Donc, qui était là depuis 4 ans. Quand il est arrivé, il a ramené, tu vois, un CTO, un VP Eng, enfin, tu vois, tout un leadership team. Ce que beaucoup de CEO font quand ils arrivent sur des grosses séries. Des mecs institutionnels, tu vois, qui avaient des beaux CV, etc. Et en fait, il s'est rendu compte que les mecs avaient une culture de merde, qu'ils pouvaient plus innover. Tu vois, le CTO, il n'arrêtait pas de lui dire, en fait, je peux pas te sortir de nouveaux produits, je peux pas te sortir de nouvelles features parce que, tu vois, il y a trop de dettes techniques sur cette... Il était dans la négative. Il était dans la négative. Ouais. Et en fait, toute la boîte était comme ça. Okay. Nous, on est arrivés, on était en mode, mais tu sais, avant qu'on arrive, on se disait, boîte SaaS, États-Unis, on va tout apprendre. Enfin, tu vois, ils ont inventé le SaaS. En plus, basé à San Francisco ou à ici, folie furieuse, on va fermer notre gueule, on va être humble et on va apprendre, tu vois. On arrive là-bas, on se rend compte que, putain, mais c'est Games of Thrones, c'est politique. Il y a 120, la R&D, c'est 120 mecs. 120 sur 200 personnes, du coup, à l'époque. 120 sur 200 personnes qui bossent sur un produit, qui est un monolithe Ruby dégueulasse. Les gens qui ont développé le produit, la majorité, ils sont plus là. Donc, en fait, t'as personne qui a une vue sur la code base. Tu touches une porte, tu pètes une fenêtre, tu sais pas pourquoi. Enfin, bref, le truc vraiment dur. Il y a des dépendances de partout. Dépendances de partout. Et surtout, en fait, les ingénieurs, c'est beaucoup d'ingénieurs 9 to 5, tu vois. Les ingénieurs qui viennent de quand c'était la folie pré-Covid, tu vois. 9 to 5, payés 250 000 balles, et très négatif. Genre, ça, non, on peut pas le faire. Non, ça, c'est impossible. Ça, on l'a déjà essayé, on a déjà tout fait. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, il y a une culture de boîte, par contre, c'est dégradé un petit peu depuis l'époque de Y Combinator, je suppose. Ouais. Qui est quand même une culture, si les boîtes la gardent, qui est une culture de la vitesse, de l'expérimentation, de l'échec, enfin d'aller vite à l'échec, etc. En fait, la culture s'est dégradée quand ils ont levé la série C, qu'ils ont levé 150 millions et qu'ils ont en fait grossi trop vite. Ouais. Ok, hyper intéressant. Et qu'ils ont surtout recruté des mecs pour processer la boîte, quand la boîte, elle avait encore besoin d'aller vite. Et avant ça, tu as une idée de... Tu n'y étais pas évidemment, mais est-ce que quelqu'un t'a dit la vérité? Avant la série C, est-ce que ça allait bien ou c'est vraiment... Ouais, avant la série C, honnêtement, enfin, tu vois, série A, série B, c'était une boîte de grinder, tu vois, qui move fast, break things, tu vois, qui sortait des contrats, tu vois, qui pouvaient pas... Enfin, vraiment, c'était une grosse boîte de grinder. Mais en fait, ils ont perdu ça... Ils ont perdu ça. Non seulement ils ont perdu la grind au fil de l'eau, ils ont perdu la culture parce qu'ils ont mis des leaders qui ont détruit la culture. D'accord. Et en plus de ça, l'organisation était bizarre. Le produit, c'était... Enfin, déjà, je suis arrivé, donc la R&D, c'était 120 mecs, t'avais 3 PM, 3 designers.
Le reste, c'était des ingés. Waouh. T'avais 4 équipes de 20 ingés qui bossaient sur un produit. Waouh. Et en gros, tout reportait à la R&D. Donc les produits, les products et les designers, c'était des petites mains pour des ingés, tu vois. J'ai jamais vu ça. Je pense que ça existe dans des grands groupes, notamment en France, mais je suis pas habitué à en voir. Délire. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et des ingés en plus qui font la loi et qui sont chiants, tu vois. Enfin, ils sont... Moi, je me rappelle, il y a des trucs qui m'ont fait péter les câbles. Genre, typiquement, tout le monde avait une opinion sur tout. Donc en gros, tout le monde bossait sur Notion. Tu voyais le marketing qui créait des documents stratégiques marketing. T'avais des ingés qui arrivaient, qui commentaient, qui disaient moi je suis pas d'accord, mais ferme ta gueule, enfin c'est code, tu vois, genre c'est pas ton taf, tu vois. T'avais tous les managers, t'avais plein de managers qui avaient 0 commit sur GitHub, genre des managers qui ne codaient pas. Un vrai problème de collaboration. T'avais des managers qui managent. Et du coup nous on arrive là, on se dit ça va être dur. Alors juste pour répondre à ma question, ils te rachètent pourquoi ? Pour venir foutre le bordel ? Bah ouais. C'est en fait, vrai. le CEO, il nous a racheté. Mais pourquoi toi ? Pourquoi vous ? Parce que tu me disais, on était fatigués et tout. Parce qu'en fait, il a pas vu qu'on était fatigués parce que dans le process de M&A, tu vois, t'es là, tu te prends ta meilleure vitamine C et tu fais le fou. Évidemment. Il nous a acheté parce qu'il a vu qu'on avait fait plein de produits et du coup qu'on avait une capacité à ship intéressant. De malade. Donc la vitesse à développer des produits. C'est vrai que je me souviens, moi, t'avoir vu, mais j'arrive plus à savoir quelle époque c'était. Vous étiez pas loin d'être à bout de cash. Ouais. On est en septembre et tu me dis, écoute, là, je me donne 3 mois pour tout repéter en 4, etc. Et je me souviens que tu as pris ce risque. Exactement. Là, tu commences à parler de PLG, que tu m'envoies une liste avec plein de trucs que tu as bookiné sur le product-led growth et tout. T'es obsédé par ce truc. Ouais. Et je sens effectivement, je me dis, voilà, il est en train de tout retourner là-dedans. Mais du coup, tu vois, on est parti chez Klaviyo, on est parti d'un produit, tu vois, Enterprise. Ouais. On s'est rendu compte à un moment que ça se prenait trop de temps à vendre. En 3 mois, tu vois, je l'ai transformé en PLG. Donc ça a été un nouveau produit, nouveau process, etc. Donc on en a parlé, ça a été hyper douloureux, mais hyper formateur. Ouais. En plus de ça, on a créé un langage de programmation et un studio de développement pour ce langage de programmation. Donc en fait, quand tu regardes les assets technologiques et les produits qu'on a développés, même si on n'avait pas de PM, on a fait beaucoup, on shippait très très vite et on a fait beaucoup de produits, quoi. À cause de quoi ? Parce qu'en fait, on perd notre market fit, donc tous nos gigs, on les perd. Et en plus de ça, on a un seul produit à vendre. Et en fait, c'est pour ça qu'ils nous ont racheté. On a un seul produit à vendre qui est un ATS. Le problème, c'est qu'un ATS, c'est comme un frigo, tu vois. Ouais. Tu vas avoir une grosse boîte, même si ton ATS, il fait le café, il a l'IA, etc. Enfin, tu vois, elle va pas changer son ATS. Son ATS, il marche. Ouais. Elle va le garder pendant 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à ce qu'il fasse un RFP. Parce que, tu vois, c'est comme un frigo, c'est pareil. Tu vois, t'as un frigo qui marche. Je viens de voir, avec un frigo qui fait le café, tu vas me dire, mais je suis désolé, non. Tu vas attendre que tu déménages ou que ton frigo, il pète. Il est vieux, mais j'ai pas envie de le changer. Bah voilà. Ouais. Du coup, marché de l'ATS, c'est pareil. Okay. Et du coup, lui, ce qu'il s'est dit, c'est que si on reste un monoproduct company, on est mort. Il faut au moins qu'on ait un autre logiciel à vendre pour que si les gens ils n'ont pas besoin d'ATS, on a un autre truc à leur vendre. Et notre base installée, on a 200 clients, on puisse faire de l'upsell et augmenter le... Et du coup, il nous a ramené parce qu'il n'avait pas confiance dans son équipe pour pouvoir développer un nouveau produit. Et pour qu'on fasse les pirates et qu'on développe un nouveau produit. Mais attends, j'ai plein de questions. Déjà, comment ils repèrent que Klaviyo, vous êtes la boîte qui ship très vite ? Alors déjà, j'avais une boîte de M&A qui s'appelle Venero, ils sont super, ils sont spécialisés dans les HR. Ouais. Et je pense qu'il a réussi à comprendre les besoins du CEO sans te le dire et à lui pitcher, sans me dire forcément, à lui pitcher. Et du coup, on lui a fait plein de démos. Et en fait, ils ont compris qu'on était des putains de grinders. Bon, il y a une leçon déjà. S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui veulent revendre un moment, mettez en avant ce que vous savez faire au-delà juste des chiffres de la boîte. Et surtout, poser des questions. Genre, vraiment. Et ça, tu vois, des process d'M&A, j'en ai fait plein, tu vois. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, moi, je rachète des boîtes. Et en fait... c'est comme un processus de vente. Si tu arrives à un processus de vente et tu sais rien du mec qui est en face de toi, tu vois, de ses peines, de ce qu'il attend, etc., ta vente, tu vas la foirer quoi qu'il arrive. Donc, il faut poser des questions pour, tu vois, leur filer un discours qui les rassure et qui leur dit qu'en fait, t'es parfait pour eux, quoi. La deuxième question qui me vient, c'est quand même une boîte qui a des moyens, ils ont levé beaucoup d'argent. Ouais. Pourquoi ils ne recrutent pas des top stars, ce que beaucoup de gens feraient, tu vois. Ils diraient, on va réorganiser la boîte, réorganiser, on tombe par là, licencier plein de gens, parce qu'on est aux États-Unis. Ouais. Et on va recruter des gens qui sont des superstars, qui ont vécu ce scale, parce qu'en fait, la boîte perd son product market fit et que là, il faut absolument agir. Pourquoi ils prennent la décision d'aller acheter une boîte française qui est connue de nulle part là-bas ? Ouais. C'est une très bonne question. Déjà, ils ont essayé de recruter des gens. Ouais. À cette période, c'était encore très compliqué. C'est quoi, 2021 ? On est en 2022. Ouais, donc c'est après la grande période de la tech où tout le monde recrute, mais exactement. Post fin de Covid, quoi. Exactement. Et du coup, les gens sont encore hyper chers
ASF, tu vois, les gens sont encore... Et tu sais, t'as pas encore... tu sais, t'as plein de boîtes qui ont levé des centaines de millions entre 2021 et 2022 avant que ça s'arrête. Donc, le marché, tu sais, il met 6 à 12 mois à réagir. Et du coup, t'as encore un marché qui est hyper compliqué sur le recrutement. Ils savaient pas recruter à l'international. Du coup, eux, ils étaient basés à SF, c'est recruter à SF. Du coup, en fait, 4 mecs te coûtent 1,2 million, tu vois, 1,5 million. Ouais, c'est vrai. Là, ils ont l'opportunité de payer, tu vois, à bas coût, tu vois, un acquire avec des mecs qui bossent ensemble et qui se connaissent, tu vois, avec une unité. Et du coup, ça se teste, tu vois. Ah, c'est vraiment une logique qui me viendrait pas comme ça, quoi. Mais c'est ouf. C'est assez dingue ce mouvement. Ouais. C'est assez incroyable. Et après, parfois ça marche pas. Tu vois, t'as des heures de PMA et nous, on a une histoire qui s'est hyper bien passée pour plein de raisons, tu vois. Mais en fait, c'est pour eux, en fait, c'est le plus gros ROI de sa vie. Tu vois, on va en parler parce qu'effectivement, t'as l'air de tout nous dire, donc tu vas nous dire un peu les chiffres, ce qui s'est passé et tout. J'interromps cet épisode 30 secondes pour te présenter Stellar, l'entreprise derrière ce podcast. Chez Stellar, on aide les dirigeants de boîtes tech à transformer leurs produits en vrai levier de croissance. Car on ne considère pas le product comme une dépense, mais comme un générateur de revenus, tout comme le marketing ou les sales. Pour faire ça, on a réuni 30 CPO et CTO qui ont fait le succès des plus belles boîtes tech comme Zenly, Photoroom ou YouSign. Et on a accompagné plus de 70 clients comme TimeLeft, Joko et Phoenix. Donc si ton organisation produit ne participe pas encore à la croissance de ta boîte, on t'offre un audit de 30 minutes pour comprendre pourquoi. Tu as juste à cliquer sur le lien en description. Allez, on retourne à l'épisode. Qu'est-ce qui fait que vous perdez aussi vite ce product market fit ? Ça paraît, on dirait une boîte qui est en train de couler parce qu'elle perd de partout. Mais comment se fait que ça va aussi vite cette croissance ? En fait, c'est passé deux choses. Ouais. Avant de lever la série C, ils ont augmenté ils ont fait x2 sur leur prix pour augmenter artificiellement la RR, pour lever une grosse série C. Et du coup, il y a plein de mecs qui ont attendu 1 an, qui était le renouvellement, et qui ont dit « Ok, bah, tu m'as tordu le bras, bah ciao ». Aïe. Bon, pas une bonne stratégie de monter le pricing aussi vite. Non. Ça marche sur plein de SaaS, mais là, on n'est pas sur des conditions telles, quoi. Ouais, la stickiness, en plus, on avait une super stickiness. C'est juste qu'ils l'ont fait comme des gros pirates. Ils ont été hyper agressifs. Ils ont perdu la confiance des mecs. Sans prévenir, probablement. Ouais, sans prévenir. Et du coup, les mecs se sont dit, ok, bah en fait, tu me l'as fait une fois. Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas le faire ? Enfin, t'as plein de boîtes qui ont réinvesti en interne et qui ont refait tu vois, surtout les boîtes de geeks, tu vois, qui avaient quand même vachement d'ops, vachement de tech, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ça, le CEO, il a vu venir, donc il a réorienté de gig à vraie boîte, mais ça a pris du temps, tu vois, tu changes ton persona, c'est pas la même chose. Donc il a tapé des UPS, des Amazon, etc. Mais ça m'a pris un peu de temps. Et du coup, t'as eu cette phase sur laquelle, en fait, on a pas réussi à vendre à nos nouvelles targets parce qu'on savait pas leur vendre encore. Et on perdait, le churn, c'était folie. Oh, l'ambiance. Donc toi, tu débarques là-dedans avec ton équipe et tu découvres, quoi. Moi, j'arrive comme ça avec mon équipe. En plus de ça, ce que j'ai appris genre 2 mois plus tard, c'est que pour faire de la place pour mon équipe, ils ont viré, parce qu'ils avaient beaucoup trop recruté. Ils étaient à 270 avant que j'arrive. Ils ont cut 70 personnes avant que j'arrive. Donc, tu vois des ingénieurs américains qui ont perdu leurs potes, qui voient une petite équipe de Français qui arrive. Mais les mecs, c'était en mode... L'ambiance. C'était folie. Toi, tu débarques, tu deviens senior PM chez Fontaine, dans une équipe... Alors, tu dis à l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde au produit au design. Est-ce qu'à l'époque, déjà, ça avait grossi un peu cette équipe ? Non, c'est vraiment, vous êtes 3 PM. T'es un des PM de la boîte. Ouais, je suis un des PM de la boîte. Sur, j'allais dire sur 200 personnes, mais non, c'est plus le cas parce qu'il y a des licenciements. Si, là, du coup, post-licenciement, ils étaient 200. Ok, ouais. 200. Donc, moi, je suis senior PM. Mes 2 associés, Bastien et François, qui étaient des putains d'ingés, ils sont passés senior software engineer, ils étaient même pas staff. Vraiment, ils nous ont maltraité, les mecs, mais on savait pas, tu vois. C'est souvent le cas des boîtes qui se revendent quand même, tu vois, tu prends des boîtes avec une revente qui s'est plutôt bien passée. Je prends notamment l'équipe de Penny Lane qui revend Price Match à Booking, ils finissent au produit, et ça c'est le cas de plein d'entrepreneurs qui finissent dans des équipes produits, souvent on peut les voir un peu comme un numéro dans l'équipe parce que l'équipe est énorme, mais toi tu le vis vraiment comme un... Moi je le vis en mode, j'étais CEO de ma boîte, là mon équipe elle me reportait plus en plus. C'est de l'ego ou pas ? Alors c'est 2 choses. Un, c'est de l'ego, bien sûr. Enfin, je ne sais même pas si c'est de l'ego, mais l'autre chose qui m'a frappé, c'est que je me suis retrouvé senior PM sans mon équipe. Donc c'était la première fois que j'avais pas en fait de lien hiérarchique avec mon équipe où je pouvais leur dire en fait va à gauche, va à droite, et ils allaient à gauche, ils allaient à droite. Bon, parce que j'avais leur confiance, mais voilà. Et surtout,
j'avais jamais fait de product de ma vie, tu vois, genre, c'était pas mon taf. Mon taf, c'était CEO, tu vois, j'étais consultant, ensuite j'ai été CEO, mais j'étais pas product manager, je savais pas ce que c'était. Bien sûr, j'ai fait un peu de product, tu vois, un peu naturellement, mais tu vois, je connaissais pas, et t'en as vachement parlé dans tes podcasts, tu vois, le product, c'est pas seulement les templates, c'est pas seulement les frameworks, etc. Oui, sauf que quand on a zéro, tu te dis, bah, en vrai, je vais devoir m'y mettre un peu quand même, tu vois. Tu te voyais arriver où si t'étais pas product quand t'as rendu la boîte? Aucune idée. CEO de Fontaine. Non, mais product, c'est bien, mais juste... en fait, moi, j'étais très business-driven, en fait. Ouais, donc, peut-être l'équipe commerciale, plutôt. Même pas l'équipe commerciale, parce que j'aime pas les sales, mais tu vois, genre GM d'une business unit. Je comprends. C'est le truc, en fait, d'ailleurs, que j'ai fait derrière. Ah ouais, ce qui arrive dans des boîtes. Ouais. Putain, mais c'est vrai qu'au début, vraiment, enfin, tu vois, j'ai eu une période de remise en question en mode, mais qu'est-ce que je fous là ? J'imagine. Mais j'y connais rien, mais en plus, boîte ricaine, j'ai plus mes équipes, et en plus, le CTO, qui voulait vraiment s'assurer de bien faire chier le CEO, il a dit au CEO, leurs objectifs, c'est, tu vois, ils ont 18 mois pour créer un logiciel d'onboarding, et ensuite ils auront 6 mois pour en faire 300 000 balles de revenus, et du coup on a le temps, et du coup pendant 3 mois je vais tous les disperser un peu tu vois, pour pouvoir les utiliser sur et du coup tu vois, 3 premiers mois, et du coup j'étais plus avec mes équipes, donc moi j'ai vu ça, je me suis dit attends, donc le mec il nous donne des objectifs sur 18 mois. Ça, c'est tes objectifs quand tu rentres? Ouais, c'est mes objectifs. Tu vois. Genre, mais des objectifs sur 18 mois avec des objectifs de revenus sur 24 mois, mais c'est débile. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On va lui coûter 3 millions pour lui ramener 300 000. Tu vois, je fais 1 + 1 = 2. Je me dis, mais on va se faire un truc qui colle pas. Ça colle pas, tu vois. Donc, tu vois, notre PNL, il est pas positif. Et je sais que dans la vie, ton PNL il est pas positif. Tu sautes, tu vois. C'est pas bon, ouais. Et du coup, je me dis, il faut qu'on active. Et bah, allons-y alors. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis que tu arrives chez Fontaine? Effectivement, tu as des objectifs qui vont sans doute changer un petit peu. Ouais. Il se passe que ça se passe plutôt bien pour toi, et on va en parler. Et globalement, la boîte se redresse assez vite derrière. Alors, c'est pas que toi, évidemment. On va parler aussi de l'angle produit, mais il y a toute la strat qui suit derrière. Ouais. Mais on a l'impression, comme je sais ce qui s'est passé en coulisses et que tu m'as raconté un petit peu, qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été... qui ont changé parce que tu as voulu amener un peu ta touche avec ton équipe. Ouais. Raconte-moi un peu, quand tu arrives, donc il y a cet objectif du CTO. Est-ce qu'il bouge cet objectif, ou tu restes là-dessus au début, tu te dis, en fait, il faut lancer ce produit dont tu parles? Donc moi je me dis, cet objectif, il est pourri. Ouais. Okay. Non, mais du coup, faisons les pirates, tu vois. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on gagne du leverage et de la visibilité auprès du CEO. Parce que là, aujourd'hui, on est avec le CTO. Le CTO, enfin, tu vois, c'est l'enfer. C'est ton manager à l'époque, du coup. C'est le manager de mon manager, de mon manager. C'est mon N+3, le mec. Ouais. Tu vois. Donc, et du coup, je vais voir Bastien et François, et je leur dis, les gars, il faut qu'on fasse les pirates, il faut qu'on identifie 2 trucs qui ont un énorme impact business et qu'on les torche, juste pour leur montrer, tu vois. Donc, on fait 1 semaine d'interview, on identifie 2 trucs. Interview auprès de qui? Auprès de tout le monde. Je rencontre dans la boîte. Dans la boîte. Okay. Des CSM, des sales, tu vois, des ingés, des leaders, etc. Enfin, je parle à plein de gens et je leur dis, c'est quoi la feature qui, tu vois, on sort pas depuis 6 ans, vous demandez depuis 6 ans et qui aurait le maximum d'impact. Ça, c'est la première chose. Et il te laisse faire juste le CTO, il te laisse faire parce qu'il ne sait pas. Ah, il le sait pas. Non, mais je le fais sous les radars. Et le CEO, pareil? Et le CEO, personne ne sait rien. Personne ne sait. Tu fais ça en douce. En loose day. Ok. À ce moment, le CEO le sait pas, tu vois. Mais le CEO, je sentais bien qu'il était saoulé par le CTO. Et du coup, à un moment, je lui ai dit, écoute, je pense qu'on peut te sortir ça en 3 semaines. Okay. Et du coup, il est devenu fou. Mes équipes qui connaissaient pas Ruby on Rails, tu vois, le sortent. Qui était la techno historique. Ouais. Nous, on était full JavaScript, TypeScript. Sortent la feature, donc c'était une feature de en gros, translation automatique en front, on s'en fout. Le sortent en 3 semaines, ça marche, et tout le monde, genre les clients le surkiffent, les CSM surkiffent, les sales surkiffent, et du coup, ça crée un peu cette histoire de putain, les Français, c'était grosse star, tu vois. Alors attends, juste quand tu sors cette fonctionnalité, là, le CTO, il doit être au courant, forcément, tu vas la sortir, il faut que tu la fasses adopter très très vite par toutes les équipes pour qu'ils la vendent. Exactement. Comment il réagit, le CTO? Il dit ouais, super idée, etc. Il était bloqué. Il est embarqué, quoi. Ouais. Il pouvait rien dire. Il y avait toute la boîte qui disait que c'était incroyable, tu vois. Ah, okay. Mais du coup, il avait un peu le somme, quoi. Comment tu passes de l'état de personne ne sait rien à elle est prête, la fonctionnalité? C'est quoi, tu fais un meeting avec tout le monde? Comment ça se passe? Je la montre au CEO. Ouais. Le CEO dit c'est vraiment un truc de ouf. Il la montre au CTO. Il lui dit run with it. Et du coup, c'était top-down CEO. Du coup, le CTO, il n'avait pas le... Et du coup, on a bossé avec le PMM. Le PMM, on a passé 2 jours avec eux. Ils ont fait product packaging. Et du coup, il la vendait après. C'était vendu par les sales?
C'était vendu par les sales, ouais. Ok, excellent. C'était pas vendu, en fait, ils l'ont ramené dans la plateforme parce que ça, c'était un des problèmes qu'ils avaient. Comme ils étaient monolithes, ils vendaient pas les features. Ils ajoutaient des features, mais le prix, bon, bref. Ils étaient très mal gérés là-dessus. Mais du coup, ça, c'est la première chose. Un truc un peu chiadé. Moi, j'avais encore les comptes de Clévy, de Google Analytics, Customer.io, enfin bref. Donc, on a tout fait en pirate. En 2 semaines, on a sorti une landing page hyper optimisée conversion. Au bout d'une semaine, elle faisait 5% de conversion. C'était la landing page de quoi? D'un des produits? Ouais, d'un des produits de Fontaine. Où tu pouvais en fait essayer le produit. On a fait une sorte de démonstrateur, tu vois. Enfin, un truc un peu hyper optimisé. Excellent. Et du coup, on l'a montré au CEO. Le CEO était fou. Et du coup, après ça, il s'est passé 2 choses. Ouais. On s'est fait des ennemis ad vitam aeternam. J'imagine. Donc le CTO et la CMO nous ont considérés comme les plus gros, voilà quoi. Ouais. Et le CEO était en mode, bah vas-y, en fait c'est le futur. Et en même temps, le CEO, ils avaient racheté la boîte pour ça. Ouais. Ils avaient racheté l'équipe pour ça, donc lui, ça lui allait bien, j'imagine. Exact. Lui, il adorait. Ouais. Lui, il adorait. Du coup, il m'a dit, bah écoute, et du coup, le CEO est venu à Paris pour boire un verre avec moi. Il m'a dit, parce que vous êtes resté à Paris, vous non, m'avez pas non, dit ça. on est resté à Paris, ouais. Parce que la boîte est américaine, basée à San Francisco, et vous êtes resté à Paris. Exactement. Vous avez négocié ça dans le deal de rester On a en négocié France ça dans le deal, etc. D'accord. Conditions américaines, mais resté à Paris. Ouais. Ah, du coup, encore mieux. Du coup, je fais des allers-retours. Du coup, tu vois, le CEO vient à Paris, on va boire un verre. Et là, il me dit, qu'est-ce que tu penses de la boîte? Tu vois, il commence à me tester un peu. Je dis, ouais, je pense que ça va pas hyper vite, quoi. Enfin, vous avez des problèmes d'innovation, des problèmes structurels, des problèmes culturels. Il me dit, ouais, je l'ai bien vu. Tu proposes quoi? Parce qu'il me dit, tu comprends, le CTO, il me dit, un produit, on peut pas le sortir en moins de 18 mois. Je lui ai dit, je pense que je peux te sortir 4 produits en 3 mois. Et je lui ai dit, est-ce que si je fais ça, j'ai genre carte blanche, tu vois? Bien sûr. T'as pas peur de t'engager quand tu fais ça? Parce que tu sais que tu vas affronter aussi l'interne, puis c'est pas simple, il y a des produits qui sortent pas comme ça parfois, tu vois. Ouais, je lui ai dit 4 MVP, tu vois, enfin 4 trucs MVP, testables, etc. Et il me dit, tu sais quoi, banco. Et du coup, je lui crée un petit concept, j'ai appelé ça le YCKO. En plus, lui, qui fait trop YC, tu vois. YC, kick-off, ou une sorte de hackathon. Ouais. Une semaine, j'ai mis genre 3 mois à le préparer, où en gros, j'ai identifié les meilleurs devs de la boîte qui étaient le plus crappy, tu vois. Comment t'as fait pour ça? J'ai parlé à des gens. Tu parles à des gens. Je Tu leur demandes qui c'est qui le meilleur ingé, c'est qui le meilleur. Comme si tu recrutais une équipe en externe, en fait, dans ton réseau, quoi. Exactement. Sachant que j'avais un sponsorship du numéro 2 de la boîte qui était le Chief Business Officer. Ok. On s'en fout, donc il m'a aidé à organiser ça. J'ai créé 4 équipes avec donc, tous mes Français, je les ai répartis. Les fondateurs, on s'est répartis. Et en gros, j'ai identifié des clients qu'on avait qui avaient des problèmes et je leur ai dit, est-ce que vous voulez pas devenir co-design partner, tu vois. Et du coup, on a passé vachement de temps dans les 3 mois à préparer, comprendre leur business, comprendre, tu vois, leurs pain points. Et on a identifié 4 types de produits qu'on pouvait créer avec eux. Et une semaine, on a fait 4 équipes avec, tu vois, un peu de challenge, etc. C'était vraiment bien fait, tu vois. Au bout d'une semaine, on avait 4 produits, mais canonissimes. Vraiment canonissime. Wow. On avait engagé les meilleurs ingés de la boîte dans notre culture de, tu vois, on arrête la négativité, les gars, on est là pour tout niquer en fait. Et on avait le CEO qui était là en mode, ok, le CTO, je le vire. Wow. Donc, ouais. Donc le CTO était... J'espère que le CTO ne comprend pas le français et ne fera jamais ce podcast. Oups. Du coup, il a viré CTO, il a viré le VP Engineering, il a viré la CMO. Ouais. Enfin, en fait, tout ce groupe qui était un peu, qui allait un peu à l'encontre, il les a virés. Et du coup, il m'a dit, bah, vas-y, Salim, qu'est-ce que tu proposes? Et du coup, je lui ai dit, je pense que je peux te créer une product factory basée sur, tu vois, ce qu'on a fait un peu avec l'OSIKO. Je pense qu'on peut industrialiser ça. Et je peux te créer une product factory et te sortir un produit tous les 3 mois, 1 à 2 produits tous les 3 mois. Et je lui ai dit, je pense que au lieu de faire 300 000 balles dans 18 mois, je peux te sortir 3 millions dans 12. Il me dit, vas-y, j'achète. Pareil, t'as le cran de dire ça, parce que c'est pareil, c'est engageant, tu vois. Ouais, après tu vois, j'avais déjà vachement réfléchi à ma stratégie. Okay. Et du coup, je savais que je pouvais potentiellement, enfin, il y avait moyen que je le fasse, tu vois. Ouais. Mais je lui ai dit, par contre, moi, je demande des trucs, tu vois. Genre, j'ai vachement leveragé. Je lui ai dit, pour faire ça, si tu veux que je te fasse ça, je veux 15 mecs. Donc, les mecs que j'ai recrutés, j'en ai rien à foutre. Je les sors, avec toi. Ils sont chez moi. Je sors de la R&D, on devient une business unit. J'ai mon propre PNL. Donc, en gros, je coûte, mais par contre, c'est moi qui fais les premières ventes et j'ai un bonus sur tout ce que je vends que je peux utiliser comme je veux. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, si je passe 3 millions, tu me files 15%. Si je passe les 5 millions, tu me files 20%. Et je peux le réutiliser sur mes équipes. Tu vois.
Ok. Et du coup, il me dit, vas-y, banco. Tes associés là-dedans, ils sont dans l'équipe? Ouais, ils sont dans l'équipe, ils sont avec moi. Ok. Ouais, tous mes Français, ils sont avec moi. Et du coup, la culture devait être bizarre quand même dans la boîte. Hein. La culture était trop chelou parce qu'en plus, on a créé j'ai créé un nom, j'ai fait une brand plateforme. Enfin, pour te dire, j'ai fait une contre-brand plateforme. Le bazar. J'ai créé une boîte dans la boîte. Ça s'appelait Worker Experience. Je leur ai dit, chez Worker Experience, voici la brand plateforme. Notre mission, ça a été différente de la boîte. Donc c'est vraiment une boîte dans la boîte. La vision avec était différente de la boîte. Des gens qui sont licenciés à côté et tout, ça doit être. C'était folie. On verra si tu recommandes à la fin de l'épisode, mais s'il y a des boîtes qui nous écoutent, qui disent rien faire ça, on a fait les plus gros pirates. Mais après, on a pu faire les pirates parce qu'en fait, j'ai fait des bets, tu vois, par milestone, et à chaque fois, je demandais plus de ressources, en fait. De surpreuve, tu vois. Okay. Mais les Américains sont chauds là-dessus, tu vois. Non, mais si tu délivres, tu vois, ils sont open bar, tu vois. Donc, tu lui vends ce truc de faire 3 millions en 12 mois. Exactement. À la place de 300 millions en 18. Exactement. T'as déjà en tête le nombre de produits, etc., ou ça se fait après? En fait, j'avais déjà créé, tu vois, la matrice. Tu sais, j'ai créé j'ai écouté plein de podcasts. C'est pas moi qui les ai créés. Enfin, j'ai pris des bouts, tu vois. Je pourrais te le dire, mais en gros, podcast, beaucoup de Lenis podcast. T'as celui de Ramp, tu vois, qui est incroyable. C'est des machines d'exécution. Où, pareil, ils ont fait une multi-product factory. Ils sont réputés pour. Ouais. Ils sont trop forts. T'as celui de Gong qui est hyper fort sur le co-design, tu vois, avec leur customer. T'avais la head of growth de HubSpot qui m'a appris que tu pouvais en faire créer une machine à product launch, tu vois, avec product kit, etc. Elle a créé tout un concept sur push versus pull, on pourra en parler. Mais du coup, tu vois, j'ai écouté des podcasts sur tous les trucs, comment tu gères ton pricing, etc. Et du coup, j'ai créé une stratégie qui faisait qu'un produit, il se crée en 9 mois. Donc, tu as 3 mois de discovery, 3 mois de bêta, 3 mois de GA. Et en fait, tous les 3 mois, j'avais une nouvelle squad qui commençait, tu vois. On pourra revenir dessus, mais du coup, ça a vachement bien marché parce que 3 mois de discovery, en fait, c'est design-led. Donc, je prends un designer, il va parler, tu vois, je lui dis... On veut créer un nouveau, tu vois, un logiciel d'onboarding pour des frontlines. Tu parles à tous nos clients, identifie leurs pain points, tu designs des Figma prototypes, tu itères avec eux. Quand on a 4 qui te disent, en fait, si tu développes ce prototype, je te l'achète. Moi, je lance une squad, tu vois. Et du coup, je faisais ça à chaque fois. 3 mois pour lancer une squad, avoir un bêta, tu vois, qu'ils peuvent tester. Et 3 mois pour terminer le bêta et pour lancer GA. Et sur les 3 derniers mois, j'avais mon product marketing et mon gross qui préparaient tout le product kit. Donc j'avais, tu vois, deux personnes dans mon gros. J'avais ceux qui faisaient le PMM, donc product kit, value prop. Tu vois, ils préparaient les collaterals. Enfin, c'était folie pour que le jour du GA, on puisse enabler le reste de la boîte. Collateral, c'est quoi? Collateral, c'est en fait c'est ton one pager, tu vois, tes social proof, tu vois. En fait, quand tu vends ce produit, qu'est-ce que tu dis sur ton social banner, sur ton website, ta landing page, etc. En fait, tous les trucs, tout le gros paquet cadeau qui est lié au produit pour pouvoir faire en sorte que les autres le vendent, tu vois. Donc, c'est 3 mois pour faire ça. En plus, ils le faisaient en collaboration avec nos co-design partners pour vraiment comprendre leurs pain points, etc. Et en plus de ça, j'avais une sales qui, en gros, avait un but, transformer mes bêtas. Donc, faire en sorte qu'avant que je lance, j'ai au moins un de mes bêtas qui dit « Ok, je te l'achète pour 10, 15, 20, 50 000 balles. » Et du coup, on a créé cette machine et tu vois, waterfall. Donc, tous les quarters, j'avais une nouvelle initiative Et au bout de, tu vois, 6 mois de plus, j'ai récupéré mon produit était plutôt mature, je récupérais ma squad et je la foutais sur autre chose. Et du coup, à chaque fois qu'on lançait un produit, il était déjà vendu. J'avais déjà entre 10 et 100 cas de... Et du coup, au bout d'un an, j'avais 8 produits, parce qu'en fait, ça marchait tellement bien que, tu vois, on a accéléré, finalement, on faisait 2 par trimestre. Et au bout d'un an, j'avais fait 8 millions de revenus derrière. Un an. Avec des produits qui n'existaient pas un an avant, tu vois. Et comment tu t'assures de commercer? Parce que lancer un produit, c'est dur, tu vois. Ouais. Comment tu t'assures de répliquer ce playbook à chaque fois, de signer un client à chaque fois, de déterminer le bon pricing à chaque fois? C'est quoi? Comment tu en vrai, fais ça? Donc déjà, there's only so much you can industrialize, donc c'est toujours dur, tu vois. C'est juste que le fait de... En fait, il y a 2 intérêts à industrialiser ce framework. Le premier, c'est que tu t'améliores, tu compounds, tu vois. En fait, tu t'améliores. Chaque activité, tu les fais de mieux en mieux. Et le deuxième, c'est que ça réduit ta charge mentale. En fait, t'es milestone driven, tout est orienté, tu vois, sur le même quarter, tout est aligné d'ailleurs. C'était toujours sur la date du board, et du coup, ça créait beaucoup de momentum. Et du coup, tu pouvais pas être en retard en fait. C'était le scope, tu pouvais le réduire, tu pouvais augmenter les ressources, mais par contre, tu shippais à chaque fois, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, les bêta-testeurs, pour qu'ils nous vendent ce premier contrat, parfois on les appelait, on leur envoyait des cadeaux pour une valeur supérieure au contrat qu'ils nous payaient. Enfin, tu vois, moi je prenais l'avion, j'allais les voir, je leur faisais un resto, je leur disais s'il vous plaît, enfin tu vois. En fait, comme on avait généré tellement de confiance avec eux, parce qu'on était devenus potes, parce que tu sais, t'as cette relation co-design partner où eux ils sont hyper contents, ils travaillent avec des designers, ils travaillent avec des products, tu vois, c'est un peu leur playground, tu vois, c'est un peu leur récré. Sûr, ouais. En fait, c'est devenu des potes, et du coup tu leverages cette trust
pour qu'ils te disent ok, tu sais quoi, vas-y, fais-moi un order form à 10 000 balles, je te le signe. Mais personne ne le sait, c'est une vente, tu vois. Donc toi, tu peux aller voir les sales et leur dire, les gars, nous, on n'a pas de vendeur. Enfin, tu vois, on n'est pas vendeur, on l'a déjà vendu. Du coup, si vous ne les vendez pas, c'est pas... Parce que souvent, tu vois, les vendeurs, ils disent, c'est la faute du produit, tu vois. Tu me sors un produit, ils ne vendent pas, nanana. Là, c'est pour ça qu'en fait, je voulais être indépendant pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'on leur filait un produit, il soit déjà vendu et les mecs, ils courent. Et tu vois, les sales, quand ils voient que le produit, il se vend, ils sont comme des oufs. Bien sûr. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur un des produits, celui que tu veux sur les 8, que tu as un peu en mémoire? Ouais, on peut s'arrêter sur le produit qui a le plus cartonné, où je ne m'y attendais pas. C'est un produit qui, dans les 3 mois de lancement, a fait 5 millions de revenus. Waouh. Ouais. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que vous avez déjà une masse énorme de clients, j'imagine, et que un quand contrat. vous lancez... Un contrat. C'est comme quand Facebook lance une nouvelle app, forcément, ils ont des millions d'utilisateurs, quoi. Nous, c'est même pas ça. Ça veut pas dire que ça marche, hein, mais... C'est un produit que je comptais pas faire. Okay. Il n'était pas prévu dans ma roadmap, tu vois. Ouais. Ça s'appelle i9. Donc i9, on s'en fout, c'est le process aux États-Unis qui est un process légal qui font que quand tu recrutes quelqu'un aux États-Unis, tu dois t'assurer qu'il a le droit de bosser aux États-Unis. D'accord. Ça s'appelle le i9 process. Il y a 3 étapes, tu dois interagir avec l'administration, c'est hyper chiant. i9, i9. Ouais, exactement, i9 process. Notre plus gros client sur l'ATS, c'était UPS. Et en novembre, ils nous disent, bon, on compte changer notre i9 provider. Ils bossaient avec une grosse boîte qui s'appelait Equifax sur un contrat à 12 millions, tu vois. Et moi, je me dis, bah ouais, tu sais quoi, on va le faire. On va le faire. Mais là, tu te dis pas à un moment, mais attends, est-ce que ça va dans notre vision produit, etc. Tu te poses pas ces questions? Rien à foutre. Pourquoi rien à foutre? Parce que l'opportunité, elle était énorme. Enfin, bien sûr, je voyais que de toute manière, tous nos clients avaient besoin d'i9, etc. Tu vois. Mais je me suis pas dit, tu sais quoi, j'ai fait une étude de marché pendant 3 semaines, 1 mois, etc. T'avais une opportunité, il faut qu'elle soit vraiment, tu vois, il fallait que je la chope. Mais ça, c'est sûr qu'il y a l'opportunité. Donc l'étude de marché, souvent tu l'as fait pour dérisquer, etc. Je te dis plus, là vous repartez dans une optique où Fontaine, vous voulez que ce soit une boîte qui avance vite, où on évite la legacy et encore de faire des produits qui sont plus utilisés ou qui sont plus d'actu. Tu te dis pas à un moment, mais est-ce que ce truc i9, ça va vraiment dans la vision de la boîte et tout ce qu'on construit, à savoir, c'est cohérent avec les 7 autres produits que tu as lancés, tu vois. Ah, si. Plus l'historique. Ouais, non, à fond. La vision de la boîte, quoi. À fond. En fait, i9, si tu veux, vu que c'est un process qui est légal dans le process de recrutement, c'était une sorte de petite feature du process de recrutement. Bon, c'est clair. Mais en fait, ça faisait chier tout le monde, ça marchait pas, elle était vraiment pourrie. En fait, en creusant dedans, tu vois, je me suis rendu compte que i9, c'est pas une feature, c'est un produit qui est complexe et le marché, il est énorme. Et du coup, je comptais le faire bien plus tard, mais en fait, tu as cette boîte qui fait un RFP. Signe de vie, quoi. On a un énorme capital trust avec eux. On se dit, bah, tu sais quoi, on va le sortir. J'aime bien que tu nous racontes un peu comment ça se passe, comme ça a l'air d'être très rapide. T'as peut-être pas tous les détails, t'inquiète pas, on va pas aller trop loin, ça remonte. Okay. Mais dès le jour 0, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans le produit, qui tu sollicites, c'est quoi un peu la manière de bosser? J'aime bien que tu nous racontes un petit peu. Bah, du coup, en octobre 2023, il y a notre client chez UPS qui vient nous voir et qui nous dit, est-ce que vous faites i9 parce qu'on va changer de provider, tu vois. Et du coup, là, tu as le VP Customer Success qui était déjà devenu un pote, qui vient me voir, qui me dit, est-ce que tu penses qu'il y a moyen? Et je lui dis, bah, tu sais quoi, je vais regarder. J'avais plus de PM. Donc là, j'ai dû devenir moi le PM, sachant que j'étais pas PM, de ce produit. Et je passe une semaine à tout lire sur NN, tu vois, à aller sur le site de... Donc c'est le Department of Homeland Security, donc DHS, qui s'occupe de ce process. USCIS, bref. Je lis tout, tu vois, l'historique, les Q&A, je vais sur Reddit pour voir, tu vois, les commentaires des gens qui sont trop vénères parce que le process ne marche pas, quelle est une fine, etc. Et je crée, genre, tu vois, tout un fichier produit avec PRD, etc. Et je lui dis, en vrai, je pense qu'il y a moyen que... ça va être chaud, mais je pense qu'il y a moyen qu'on le fasse. Mais il faut qu'on trouve un partenaire qui fait le moteur, parce qu'on ne pourra pas faire le moteur. Donc, je rencontre plein de partenaires, j'en trouve un. Et... on se donne rendez-vous. On dit à UPS qu'on a un produit i9 qui est assez nouveau mais qui est top. On leur donne rendez-vous 3 semaines plus tard pour leur faire une démo. Et du coup, moi, je dis à mes équipes, vous avez 3 semaines pour nous sortir un truc. On s'en fout, genre, tu sais, western, façade de western, mais un truc qui se démo, tu vois, qui se démo bien, tu vois. Et là, c'est à partir du PRD que tes équipes bossent dessus? Et à partir du PRD, mes équipes bossent dessus. Et du coup, 3 semaines, mes Français. C'est qui l'équipe? Du coup, il y a qui dedans? C'est mes Français. C'était les seuls que je pouvais envoyer. C'est quoi, 3-4 personnes? Ouais, 4 personnes. Et les profils, c'est un G? Que des ingés. Ouais. Donc là, il n'y a pas de PM, de designer, de quoi que ce soit? Rien du tout. Ok. Rien du tout. Non, c'est pour qu'on se rende compte. Et ça, on peut dire que c'est à peu près la même façon de bosser, la même équipe qui faisait ça à chaque fois, la même typologie d'équipe qui faisait ça pour les 7 autres produits? Exactement. Okay. Sauf qu'en fait, à chaque fois, donc moi, mon unité d'une squad, c'est un lead, un eng lead, tu vois,
Et ensuite, 2 back, 1 front. Ok. En gros. Et en termes US, c'est 1 E6, 2 E5 et 1 E4. Ok. Ça, c'est quoi ça, les ces niveaux termes-là C'est les niveaux dans le parcours carrière. Exactement. Ok. C'est des parcours carrière uniformes, c'est des parcours carrière uniformes. Ok. Et à chaque fois, pour une squad, j'ai un demi-PM, un demi-design et un demi-QA. Pourquoi demi ? Parce qu'ils travaillent sur 2 produits. Ok. Pour aller vite à nouveau. Pour aller vite. Et limiter les ressources. Exactement. Ok. Donc intéressant. Donc 3 semaines, tu dis, 3-4 personnes. Je sors un démonstrateur. Tu sors un démonstrateur, donc ça ressemble à quoi ? C'est un produit fonctionnel ? C'est une démo fonctionnelle de end-to-end, tu vois. Ok. Faut juste pas qu'ils nous posent des questions. En tout cas, sur le produit. Genre, fallait pas qu'ils nous disent, est-ce que tu peux me montrer ça ? Enfin, de toute manière, ils me posent des questions. À chaque fois, t'as un mec qui te pose des questions. Il y a juste une réponse, c'est oui. Est-ce que vous faites ça ? Oui. Est-ce que vous faites ça ? Oui. Donc, on prenait des notes. Et du coup, ils nous disaient, OK, la prochaine fois, vous allez faire tu vois, la même démo, mais je veux voir ça, avec ces équipes. Et du coup, tu vois, on se refaisait, tu vois, d'ici à la prochaine démo, on développait tous les trucs qui nous manquaient, etc. Enfin, ça a été une course contre la montre. Ouais. Jusqu'à ce qu'on arrive à leur montrer assez pour qu'ils nous incluent dans le RFP qu'ils ont lancé en février. RFP, c'est quoi ? C'est Request for Proposal. C'est, tu vois, c'est le document officiel. Appel d'offres. Appel d'offres, ouais, exactement. Et du coup, en mars-avril, on gagne le business et le produit. Donc, sur le RFP, il y avait 800 lignes de requirements. Mm-hmm. Quand ils ont lancé le RFP dans mon produit, j'en ai peut-être 60, tu vois. Wow. Et du coup, mais au moins, on savait exactement quoi. Donc là, je vois le port, je vais voir le CEO, je lui dis, attends, donne-moi 3 squads de plus. États-Unis, il me file les ressources. On double down sur tout. On rush. On sort le produit, tu vois, en mars-avril. En mai, ils étaient déployés sur UPS, tu vois. UPS, c'est 400 000 recrutements par an. C'est ouf. Incroyable. Et donc là, on a parlé de produits, on a parlé d'équipe, de la façon d'organiser. Est-ce que tu as des choses à dire, des rituels particuliers ou autres pour le développement, pour que ça aille très très vite ? On a tout fait, on a tout refait, on a tout changé. Déjà, j'ai fait monter 2 directrices produits. Ouais. On a fait amener quelqu'un qui était, tu vois, un staff PM qui nous a vraiment refait, tu vois, enablement, tu vois, parce qu'en fait, tous les PM utilisaient genre différents thèmes, tu vois, différentes thématiques, différents process. Donc, on a tout refait en mode, les gars, putain, maintenant, vous avez des épiques, dans les épiques, vous avez, tu vois, on a unifié, on a homogénéisé, tu vois, la manière dont on parlait du produit, la manière dont on faisait du produit, donc ça nous a fait beaucoup de bien. La manière dont on bossait sur linéaire, donc moi, j'ai foutu linéaire partout. J'ai viré Zendesk, j'ai pris Intercom, j'ai viré AppQueue, je l'ai récupéré. Donc j'ai aussi cleané un peu les tools. Ça, c'est dans ton équipe, la fameuse équipe YC, je sais plus quoi là. Ouais, c'est dans mon équipe Worker Experience. Ouais. Mais t'as pas imposé ces outils linéaires, etc. à tout Fontaine. Ah non, ça c'est toujours c'était muraille de Chine. Ouais. Là, à ce moment-là, c'était muraille de Chine. Okay. Enfin, tu vois, ils faisaient leur truc, on faisait notre truc, ils nous détestaient, on les détestait. Enfin bref. Ok, super. Et on était, en fait, si tu veux, on est monté de 7 au tout début, à 15 post-YCKO, à 30-40 quand, tu vois, j'ai ramené d'autres personnes parce qu'on a monté et qu'on avait plus de squads, etc. Et du coup, à la fin, tu vois, j'avais Worker Experience, j'avais 40 personnes, j'avais 6-7 squads, tu vois, et j'avais déjà fait 6, 7, 8 produits. J'avais 8 millions de revenus. Vu que j'avais négocié ces bonus, mais j'ai rincé mon équipe. Enfin, tu as 8 millions de bonus. Tu reversais du coup en fonction des résultats à l'équipe, ça. Du coup, j'ai reversé tous les bonus, donc 20% de 8 millions. Ouais. Donc on s'est fait presque 2 millions de bonus sur 40 personnes et au prorata, quoi. Moi, je leur ai dit, dans cette équipe, tu vois, tout le monde est pareil. Je vous demande de vous ouvrir. Vous aurez le même bonus que moi. Tu vois, le junior ingé, il aura le même bonus que mon directeur, quoi. Ouais, ça a dû créer des jalousies compliquées quand même en attendant. Et du coup, en fait, ça a créé 2 choses. Ça a créé un esprit de corps dans cette boîte. Du coup, les mecs se sont juste donnés, sa mère, tu vois. En fait, quand tu dis aux ingés, ton travail a un impact direct sur le business qu'on va pouvoir faire de ce produit et tu vas en toucher une partie. En fait, les ingés, ça devient des machines de guerre, en fait. Ils ont plus de limite, tu vois. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en France, en tout cas, il y a vraiment encore cette perception de l'équipe tech qui est un centre de coût, quoi. Qui est un centre de coût. Ouais. Et c'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir un PNL, parce qu'en fait, si j'avais un PNL, je pouvais récupérer une partie de l'argent qu'on créait. Et du coup, je pouvais rincer les équipes, tu vois. Du coup, ça a créé cette équipe. En plus, tous les 3 mois, du coup, donc j'ai négocié que je puisse les faire venir, tu vois, quelque part. Donc, une semaine à SF, une semaine à Paris, une semaine, à Londres, sachant qu'ils avaient cut tous les déplacements pour le reste de la boîte. Wow. Donc, en fait, ça a créé une sorte de squad un peu alpha team, etc. Et en fait, il s'est passé 2 choses. Sur le reste des ingés, t'avais la moitié qui nous détestait encore plus, et t'as la moitié qui voulait nous rejoindre. En fait,
parce qu'il voulait faire partie. Il voulait croquer, tu vois. Il voulait croquer. Et puis ça les faisait chier. Enfin, tu sais, il travaillait sur un produit legacy où tout le monde leur disait que le produit était pourri, il n'y avait plus d'innovation, etc. Et ils voyaient cette équipe, tu vois, qui envoyait de l'innovation. Tous nos produits, ils étaient AI per design, AI per default. Tu vois, une stack hyper moderne. On a tout créé sur notre stack, d'ailleurs. Genre JavaScript, event-driven. J'aime bien que tu m'en parles, d'ailleurs. On a parlé tout à l'heure rapidement sur les outils. Donc, tu m'as dit linéaire. C'est pas le truc le plus important, mais ça m'intéresse dans l'épisode qu'on en parle. Donc, linéaire sur les outils à la place de Zendesk, tu dis donc, de Jira, peut-être. Non, linéaire, on a que Jira. Ouais, que Jira. Il y a quoi d'autre? Des trucs que tu as conseillé, que tu trouvais bien Intercom à la place de Zendesk. Ouais, Intercom, pardon, à la place de Zendesk. Il y a eu d'autres trucs? Ça a foutu un peu la merde. Pourquoi? Parce que la migration était très compliquée de Zendesk à Intercom. Parce que j'ai récupéré le support plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. En termes de produits, en fait, il y a plein de trucs qu'on a passé sur Notion. Donc, on a recruté quelqu'un qui était spécialiste de Notion, une sorte de Notion architecte. Ah ouais, recruté en interne? Ouais, en contracteur. Pas un freelance. Si, un contracteur. Qui était aussi un PM de ouf. Qui s'appelle Jonathan Sabat, qui est toujours PM. Je vois très bien. Tu vois qui c'est? Il était chez Peppernest. Je vois très bien. C'est un monstre de. Tu vois. Il adore ça, Notion. Ouais, il est arrivé, il nous a tout structuré, il nous a créé nos databases, etc. Ça nous a fait un gain de productivité de malade. Et du coup, en fait, il y a plein de produits qu'on a pu remplacer. Genre, à un moment, et d'ailleurs, j'adore Mehdi, mais du coup, on utilisait Cycle. Mais du coup, et j'adorais Cycle, mais du coup, Cycle, finalement, on l'a remplacé par Notion. On a créé des formes, feedback loop avec tous les CS, etc., qui peuvent créer une forme de feedback, etc. Et du coup, juste devenir proficient en Notion, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Ok. Je pense qu'on a fait quasiment le tour. Sur la distri, est-ce qu'il y a des trucs? Alors, on a compris qu'il y avait des design partners à chaque fois. Sur les outils. Là, on a parlé en particulier d'un produit que tu as développé avec UPS, qui était là d'où venait l'opportunité, Line9. Est-ce que par contre, sur le go-to-market, une fois que c'est validé et que vous avez le contrat, tu as des choses à nous dire sur la distri? Ou ça peut être aussi sur d'autres produits, peut-être que c'est plus intéressant. Non, sur le go-to-market, le seul truc qui est important dans notre méthodo, et pour le coup là je suis en train de tester d'autres choses, mais le seul truc qui est important sur notre méthodo, c'est le fait de faire en sorte que tu commences, et ça je l'ai toujours dit à tout le monde, quand tu commences à travailler sur un nouveau produit, le go-to-market, ça se commence day zero, tu vois. Et ça se commence pas une fois que tu as fait ton produit. Et du coup, dans ma stratégie de 3x3, tu vois, j'ai des activités dans les 3 mois de mes équipes go-to-market sur lesquelles ils ont des trucs à faire, tu vois, pour réfléchir à la proposition de valeur, le wording, tu vois, tes personas, ton pricing, pareil, tu vois. Le pricing, t'as un process pour le pricing. Tu vois. Et ensuite, faire en sorte que quand tu lances le produit, tout soit prêt pour les gens qui vont le vendre. Tu vois, il faut leur simplifier la vie. Du coup, on a créé ce product kit sur lequel tu as 20, 30 délivrables pour le marketing, pour les sales, tu vois, les Q&A, les images, des templates de mail, etc. Enfin, tu vois, on leur préparait vraiment tout pour leur dire, les gars, run, tu vois. Et on leur faisait un enablement à chaque fois qu'on sortait. Et derrière, ils avaient tous les outils dont ils avaient besoin au lancement, et du coup ça a limité, tu vois, les interactions, et c'est ce que j'appelle le push versus pull, tu vois. On se met d'accord sur tous les trucs dont vous avez besoin. Nous, on s'engage sur le fait qu'à chaque lancement, vous les aurez tous toujours dans le même format, tu vois, toujours dans le même tableau de Notion, etc. Et vous engagez de ne pas trop nous casser les couilles, tu vois, parce que et de regarder là-dedans, tu vois, au lieu de faire en sorte, putain les gars, il me manque ce product sheet, et du coup, c'est aussi comme ça qu'on a protégé les équipes et qu'on a permis d'améliorer Donc ça, c'est sur le go-to-market. Un truc que je suis en train de faire maintenant, on a parlé, tu vois, de vibe coding et Replit. Aujourd'hui, j'ai lancé une initiative qui s'appelle le projet Gamma. C'est donc la R&D cartonne. Aujourd'hui, j'ai aussi récupéré le marketing. Est-ce que je peux pas utiliser la R&D comme une manière d'augmenter le go-to-market de toute la boîte? C'est-à-dire? Et du coup, donc, j'ai une équipe qui utilise Replit, VW0 et ChatGPT. En gros, on s'est fait une petite stack pour pouvoir créer une landing page factory avec Replit, qui est une landing page factory qui crée des landing pages qui sont à la Replit, donc où tu peux tester tous nos produits directement dans la landing page, qui sont hyper conversion oriented, qui sont, en fait, value propre, tu testes. Et tu as l'impression que tu vas pouvoir avoir accès au produit, et dès que tu vas avoir accès, tu as le petit formulaire, etc. Et ça pour tester les nouveaux produits, tu veux dire. Pour tester tous nos produits, en fait. Et ça, tu les mets en ads ou c'est quoi? Et je les mets en ads, ouais. Okay. Je fais du SIA parce que pour l'instant, j'ai pas envie de défoncer le SEO, et c'est encore un test, mais tu vois, genre, première expérimentation, on a sorti ça sur notre produit ATS, qui est un gros produit qui est très compliqué à vendre, etc. On a géré 48 meetings en une semaine, 5 leads qualifiés, c'est folie. Ouais.
Trop bien. On peut aller le voir quelque part, ça, si on donne des Ouais, liens, bien sûr, je peux te filer les liens. Ouais, on mettra ça dans la newsletter directement de l'épisode pour les gens d'ailleurs qui ne sont pas abonnés, qui s'appelle How They Build, que j'ai lancé il y a quelques mois et qui marche très bien. On va décrire tout ça sur Fontaine. On a fait le tour à peu près là, de tous les produits. Est-ce qu'il y a des trucs que bien sûr j'ai d'autres questions, mais que tu veux rajouter sur la façon dont tu as fait des produits, peut-être des anecdotes que tu as sur un produit ou un autre? Ouais, il y a des produits qui marchent pas. Enfin, tu vois, tous les produits. Vas-y, raconte. J'allais justement venir sur les erreurs aussi, peut-être, ou les erreurs que tu as voulu éviter. Ça m'intéresse de savoir comment tu arrives à venir à ce process super abouti qui paraît fonctionner. Il y a certainement des choses que tu as faites pour éviter des erreurs et tout. Ouais. Enfin, il y a surtout des erreurs que j'ai faites, Ouais. que j'ai payé cher. Mais déjà, après, j'ai pas de regrets, mais la plus grosse erreur que j'ai faite, c'était de me dire que ton produit, il était mature au bout de 6 mois et que tu pouvais réutiliser l'équipe pour bosser sur autre chose. Donc, en gros, tu vois, moi, au début, la manière dont j'avais pensé le truc, c'était donc tu as une squad qui fait ton produit, tu vois, GA, 6 mois où, en gros, tu vois, continue à l'améliorer. Et derrière, elle passe sur un nouveau produit. Et j'ai une sorte de team plateforme qui s'occupe de la maintenance de tous les différents produits. Sauf que ça marche pas. Pourquoi? Ça marche pas à cause du context switching et à cause de la perte de connaissances. Tu demandes à une équipe qui n'a pas le contexte de la création de la codebase de ton produit de maintenir, améliorer ce produit plus 8 autres, tu vois. Genre juste, tu les butes en context switching. En plus, quand tes produits, tu les lances, ils sont mais genre pas matures du tout. C'est les fameuses squads roulantes qu'on avait évoquées via Exactement. Et en fait, quand tu les lances, ces produits, ils marchent pas. Enfin, tu vois, ils marchent sur un bêta, etc. Mais tu les vends à des nouveaux produits. Enfin, ils sont pétés. Tu vois, t'as une courbe sur laquelle il faut te taper juste une montagne de bugs avant de les stabiliser et pouvoir gérer la valeur. Le problème, c'est que tu sais pas si, tu vois, ce feu, ça va arriver au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Tu vois, tu sais pas à quel. Il y a plein de produits, tu vois. En fait, je l'ai gardé 6 mois, mais c'est au bout de 6 mois que tu avais tous les sales qui avaient, tu vois, claqué le truc. Et du coup, ils en sortaient genre 10 clients en même temps. J'avais plus mes devs parce qu'ils étaient passés sur un autre produit. Et du coup, tu avais un énorme feu. Les clients ont pété des câbles. Tout le monde pétait des câbles. C'était dur, tu vois. Donc, ça a été un peu compliqué. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai créé un hub à Mexico d'ingénieurs qui sont beaucoup moins chers. Et du coup, c'est ces ingénieurs qui récupèrent les produits en maintenance, mais qui ont de l'overlap. Tu vois. Donc, ils travaillent d'abord avec mes squads. Ensuite, ils les récupèrent et ils font que ça pour que mes squads de Ricains et de Français puissent passer sur d'autres produits. Et mon hub au Mexique et aux Philippines, il grossit, mais ça me coûte rien parce que les ingénieurs sont beaucoup moins chers. Comment l'idée t'est venue? Du hub au Mexique... Fallait la trouver, celle-là. Déjà, c'est les investisseurs qui nous ont dit, les gars, là, on n'est plus en post-Covid où l'argent est gratos. Là, votre moyenne de, cost par FT, il est $250. C'est $250 000, c'est absurde. Il faut que vous réduisez ça, quoi. Donc, allez monter des hubs, tu vois, en offshore, aux Philippines pour le support, QA, etc. Et au Mexique. Et enfin, monter des trucs offshore. Donc, j'ai bossé avec Mecha. On a vu plein de produits de pays différents. Et finalement, on a décidé de partir sur le Mexique et ça se passe hyper bien. Je suis super content. Pour des sujets de décalage horaire, j'imagine, sinon? Ouais, pour des sujets de décalage horaire, pour des sujets de proximité culturelle avec les États-Unis, pour des sujets de fait que tu as beaucoup de bons ingés au Mexique. Parce que tu as l'université de Monterrey, tu as Mexico, mais tu as aussi, en fait, beaucoup, tu sais, tu as Gusto qui est un énorme centre. Tu as plein de boîtes, en fait, US SaaS qui ont créé leur centre, qui ont parfois les ont fermés. En tout cas, tu as pas mal de turnover de bons ingés là-bas, quoi. Excellent. À quel moment tu passes CPO de la boîte? Parce que on l'a pas dit dans le lot, mais on était encore resté sur le fait que tu étais senior PM, que tu montes petit à petit cette structure qui est toujours dans la boîte, mais un peu indépendante de Fontaine. Ouais. Et à quel moment, en fait, ils te font confiance en te disant, en fait, il faut que tu prennes les rênes de l'équipe produit. Du coup, quand j'étais 7, j'étais senior PM. Quand je suis passé 15, je suis passé directeur product. Ouais. Quand je suis passé 30-40, je suis passé VP product. Ouais. Et un jour, t'as le CEO qui m'a dit, bon, Salim, et moi, ça faisait longtemps qu'il me disait, récupère le reste. Tu vois. Je lui ai dit, ok, je veux bien le faire, mais c'est à ma manière. Il me dit, ok, pas de souci, je prends 6 mois pour le faire, je le fais bien, et là, je prends CPO. Donc, je récupère les 70. Donc, non, on était 40, ils étaient 70. Donc, on merge tout, je fais une grosse réorg, et du coup, je récupère tout. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a eu t'as vu, on t'en a parlé même de manière un peu méchante presque du reste de l'équipe. C'est aujourd'hui des gens avec qui tu travailles.
leadership dans mon codir, tu vois. T'as la tech aussi avec toi? J'ai tech, j'ai R&D, donc les ingénieurs, data, infra, QA, ensuite j'ai support, et ensuite j'ai product design, et ensuite j'ai marketing et product marketing. Wow. Ah ouais, c'est CPM, TS, RB, WX, CPTO, exactement. Du coup, on est 120. Ok. Mais du coup, au début, ça a été compliqué. Donc, j'ai dû passer beaucoup de temps à créer la confiance avec les nouveaux directeurs. Tu vois, trouver les gens qui avaient les plus grosses zones d'influence chez moi et aussi chez eux. Tu vois, passer du temps avec eux, prendre l'avion, leur payer des verres. Tu vois, leur montrer que j'étais pas un enculé. M'excuser aussi pour la manière dont on avait fait les choses au début. Donc, tu vois, reconnaître aussi nos erreurs. Leur dire, je suis désolé, oui, on a fait les connards, c'est vrai. Mais on avait l'impression que c'était la meilleure manière d'apporter le plus rapidement possible de la valeur dans cette boîte. On n'aurait pas dû, si je devais le refaire, je l'aurais pas fait comme ça, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut avancer tous ensemble? Et j'ai besoin de toi pour le faire, et ça va être incroyable, etc. Mais j'ai fait du massage, quoi. T'as eu du départ? J'ai eu des départs en plus. Ouais, j'imagine. Ok. Comment tu te sens aujourd'hui? Au top. C'est vrai? C'est cool. Enfin, je me sens aujourd'hui... Comment je me sens aujourd'hui? On n'en a pas parlé, je sais pas si on va en parler, mais donc, entre-temps, t'as Agentic qui est passé. Et du coup, en ce moment... Agentic, tu vois. Agentic, pardon, j'ai compris Agentic. Ouais. Donc aujourd'hui, je suis en train de refaire toute la stratégie de la boîte encore pour tout passer en agentic. Donc ça va très vite, mais à part ça, c'est un kiff. Et vous êtes toujours sur le même rythme de sortie des produits? Parce que là, c'était en 2023-2024. Ouais. Vous êtes toujours dans la même optique de sortir plein de produits ou ça s'est calmé? Non, on est toujours sur le même rythme, mais je leur ai dit après, donc là, on se fait encore 6 produits de plus pour arriver à 15 produits. Ils tirent la langue. Mais je leur ai dit, après, on peut faire des produits en plus, mais on n'en aura pas besoin. Là, la suite, elle est complète. On sort un shift management, donc un scheduling software. C'est la grosse piste, tu vois. Et du coup, maintenant... faut développer, quoi. Maintenant, il faut développer, il faut les améliorer. Et surtout, maintenant, ce que je fais, c'est que mes produits matures, je les passe au Mexique. Et ce que je fais, c'est que je commence à réintégrer mes bonnes squads US français pour augmenter ma plateforme. Parce que j'ai une plateforme sous-jacente pour pouvoir, tu vois, avoir de l'impact qui a de l'impact sur tous les produits. Et je suis en train de tout passer à Agentic. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai arrêté un produit que je devais faire pour le remplacer par NodeStack et infrastructure Agentic. Ok, c'est que tu remplaces des équipes par des agents, c'est ce que tu dis? Donc déjà, j'ai forcé tout le monde à utiliser des agents. Donc j'ai foutu cursor chez tous mes devs. Le marketing, maintenant, tu vois, je les force à utiliser Agentic à balle, mais partout, en QA. Je leur ai tous demandé des gains de productivité. Mais en plus de ça, j'ai transformé ma SaaS plateforme en une Agent First plateforme. En tout cas, je suis en train de le faire. Pour que tu aies des agents partout dans nos produits pour, tu vois, automatiser des interactions complexes, remplacer, par exemple, tu vois. En gros, je me suis dit, nous, on a des produits enterprise. Pour que ces produits apportent de la valeur, tu as besoin de 4 personas. 3 qui sont chez nous, 1 qui est chez le client. Chez nous, tu as besoin d'un implementation manager qui va implémenter ton truc, ton setup. Tu as besoin d'un CSM qui va traîner les équipes, qui va optimiser les workflows, tu vois, qui va optimiser la valeur. Tu as besoin de support et support engineer qui vont fixer les bugs, te dire quand tu as un problème. Et chez ton client, tu as besoin de ce qu'on appelle les opérateurs. C'est les mecs qui vont se connecter tous les jours sur leur ATS et bouger des candidats, etc. Et du coup, j'ai créé un framework pour les remplacer chacun par un type d'agent. Donc j'ai un agent setup, un agent optimizer, un agent support et un agent opérateur. Ils sont tous, tu vois, ils peuvent travailler ensemble et ils sont tous utilisables dans un copilote, une interface copilote. Et ça peut réduire mon cost to serve dans mon produit de 25%. Et ça réduit le cost to serve aussi de mes clients. Et j'ai lancé un produit qui s'appelle AI Recruiter. Donc c'est en gros, tu vois, un voice agent qui fait l'interview à ta place, etc. Je l'ai lancé en février. C'est mon fastest selling SKU. Genre, toutes les semaines, on en vend un. Les résultats sont incroyables. Bah, congrats, trop bien. Je suis content de voir le retour maintenant. Et j'avais eu un peu les coulisses à l'époque. T'as suivi un peu l'histoire. Hein. Quand on échangeait via les CPO du collectif et tout. Mais trop cool. T'avais une anecdote à nous raconter, je crois, sur ta première boîte. Sur ma première boîte. Raconte ce que ça m'a fait beaucoup rire quand tu m'en as parlé. Du coup, j'ai toujours voulu lancer des boîtes. J'ai toujours été un peu entrepreneur dans l'âme. Et en fait, ma première boîte, je l'ai lancée quand j'étais en prépa.
Première année de prépa, je sais pas d'où ça vient, mais c'était sorti. Toi, tu t'embêtes en prépa, toi. Je me faisais chier en prépa. Faut quand même y aller. Hein. Mais tu sais, j'étais pas dans une des prépas parisiennes parce que j'ai fait un peu des conneries au lycée et tout. Donc j'ai eu une prépa, tu vois, une bonne prépa, mais une prépa tranquille, quoi. Bon, bah, c'est déjà bien. Ouais, de ouf. Du coup, j'étais dans cette prépa et je lance un site qui s'appelle One Shoe One Story, qui était une sorte de web shop. Mais tu vois, avant Shopify, tu vois, de chaussures de l'histoire. Donc en gros, de chaussures de quoi ? De l'histoire, qui avait marqué l'histoire. Donc en gros, je retrouvais des chaussures. T'avais genre exemple. La sandale que Gandhi a échangée contre une fameuse photo au photographe. Okay. Bref, donc il a gardé sa sandale et c'est devenu quelque chose, tu vois. Ouais. Je crois que c'était Khrouchtchev ou Gorbatchev qui a pris sa chaussure et qui a tapé le pupitre à l'ONU, tu vois, un jour. Okay. T'avais les Feiyu qui étaient en fait les chaussures chinoises qui étaient beaucoup portées par Mao, enfin tu vois. T'avais quelques trucs comme ça, tu vois. T'avais des espadrilles qui étaient en fait des chaussures des milices espagnoles, du coup. Je récupérais les photos, je trouvais des chaussures un peu similaires, j'appelais les mecs et en gros je les vendais sur mon site. Donc et tu disais que c'était la chaussure de Gandhi ou autre ? Exactement. Arrête. Non, je disais que c'était le modèle. Ah, c'était le modèle. Okay. Et en fait, je me disais, la valeur ajoutée va être que tu as une petite histoire. Donc ça, c'est valorisable. Tu vois. Mais attends, comment tu trouves quelqu'un qui est intéressé par la pompe de Gandhi ? Mais personne n'était intéressé, t'es fou, quoi. du coup, je lance ça, j'ai mes trucs, tu peux même pas les acheter parce que t'avais pas de... Tu vois, il fallait m'envoyer un mail. Enfin bref, c'était à l'ancienne, tu vois. J'ai codé mon truc en HTML, je me suis fait des cours et tout. Enfin bref, c'était à l'ancienne. Serveur SFTP et tout. Enfin, c'était dur. Mais par contre, il y avait un truc à cette époque, c'était la jungle sur AdSense et AdWords. C'était un peu nos limites, etc. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cartonné ma page avec de l'AdWords et avec de l'AdSense pour pouvoir récupérer, tu vois, transformer mon trafic en thunes. Et du coup, derrière, ce que je faisais, c'est que je disais aux mecs de ma classe, tu vois, j'écrivais mon site à tous les cours sur le tableau et je leur disais, vous allez sur ce site et vous cliquez comme des malades. sur les pubs pour faire monter et du coup jusqu'à ce que et en fait tu peux pas te tirer la thune avant que t'aies 75 mais 75 balles putain c'était des clics quoi donc au bout de 3 mois j'avais mis 75 balles j'étais tout content mais en fait à un moment c'est obsessionnel enfin, tu lances ton truc c'est obsessionnel donc j'ai arrêté déjà ça foutait le bordel en cours parce que voilà, à chaque fois que les gens tu vois les profs arrivaient dans leur cours t'avais tout le monde qui était en train de cliquer le truc quoi mais la classe de raté quoi. Ouais, la classe de raté. Mais du coup à la fin ils m'ont dit donc j'ai été convoqué ils m'ont dit Salim soit t'arrêtes ton site soit t'es viré donc j'ai dit ok j'ai arrêté le site. Okay. Premier échec entrepreneurial. Comment ça s'appelait tu peux me rappeler? oneshoeonestory.fr. Il n'existe plus le site? Non il n'existe plus parce que là on t'envoyait du trafic. Ah putain j'aurais adoré. Ah c'est hilarant ce truc. Okay. Franchement je sais pas où t'as eu ton idée encore mais t'es vraiment tu l'as raconté aussi de Fontaine? Non je l'ai jamais raconté cette histoire. Tu m'as dit trouve-moi une histoire que t'as jamais racontée bah ouais tu l'as. Écoute, c'est trop stylé. Bon, merci beaucoup, Salim. On est à la fin de l'épisode déjà. Trop cool d'avoir pu faire ce petit retour d'expérience ensemble. Là. Avec grand plaisir. Et d'avoir la story, c'est assez ouf ce que tu as fait. Franchement, bravo. Ouais. C'est effectivement pas une boîte qui est très connue, mais l'histoire que tu as racontée là, je ne l'ai pas beaucoup croisée en réalité. Des entrepreneurs qui font ce que tu as fait. Bravo. Alors, c'est vrai que je vais ajouter une réserve. C'est vrai que comme ça, comme tu l'as dit, ça paraît super simple et fluide, mais vous avez dû quand même bien galérer. On a bien galéré et le truc que je c'est très violent aussi, aussi... ce que t'as dit. Exactement. Donc à nouveau, c'est une culture américaine, une boîte différente, etc. Ça se fait pas partout, mais par contre, je trouve qu'il y a beaucoup d'apprentissage à retenir sur le. J'ai beaucoup aimé la façon dont t'as raconté comment t'embarques les gens, le fait d'y aller par la preuve. Un peu comme tu lancerais une boîte tout seul et qu'il faut marcher par la preuve plutôt que par autre chose. Et on voit bien que ça marche. Et ça, je pense que ça peut marcher dans plein d'environnements. En vrai. Ouais, je pense quand aussi. Quand t'embarques les gens avec du résultat et que tu montes du résultat, ensuite, forcément, t'accélères des choses qui sont bien pour toi. Et challenger les objectifs qu'on te donne aussi. Tu vois, identifier les objectifs qui apportent le plus de valeur versus les objectifs que les gens t'ont donnés, c'est aussi ça qui nous a... Les fameux 300 000 en 10 mois, VS 8 en 12. Ouais, hyper cool. Et un gros merci à mon équipe aussi, parce que bien sûr, j'ai rien fait tout seul. Tu vois, je prends un peu le crédit, mais en fait, mes équipes, tu vois, au départ, les équipes de Français, tu vois, Bastien et François, mes associés, ils ont tout cartonné. C'est eux qui ont développé. Moi, j'ai rien développé, tu vois. C'est eux qui ont fait le taf. Trop cool. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite? Écoute, continuer à cartonner Fontaine. Je pense qu'à un moment, cette boîte, assez rapidement, soit on va l'exit, soit on va faire un IPO. Donc je pense qu'il nous reste encore quelques années, tu vois, de grind, mais on va la vendre. En tout cas, il va y avoir une opération d'exit à un moment. Et ensuite on va en mettre une.
Tu relances une boîte derrière? Direct. Aïe. C'est sûr. Bon, écoute, plein de courage pour ça. Merci beaucoup. Hâte d'avoir la suite. Et puis, si tu cotes en bourse, on fera une histoire. Avec plaisir. On se revoit à Revival. Et merci de m'avoir invité. Le podcast qui cartonne. C'est un plaisir. C'est avec plaisir. Salut. Allez, ciao.